Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour de nouveau parler d'un cas alien, ou en tout cas observation OVNI. Oui, ça commence à faire un petit moment, mais c'est pas grave, hein, on va quand même en reparler de temps en temps. Cette histoire est un petit peu particulière parce qu'elle nous parle d'un jeune homme qui va se faire rentrer dedans par un OVNI. Pour débuter notre histoire, elle se déroule à Exeter, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Nous sommes en 1965 et un jeune homme du nom de Norman Muscarello va devoir rentrer chez lui. Alors là, rien de très intéressant, c'est assez anecdotique. Il rentre d'une semaine chez sa petite amie pour retourner chez ses parents. Sauf qu'une distance de 16 km sépare les deux endroits et il n'a pas encore le permis. Ce qui veut dire qu'il va devoir faire toute cette distance en autostop. Bon, c'est une route qu'il connaît bien, a priori aucun souci. Le seul petit truc qui peut poser problème, c'est qu'il va rentrer en pleine nuit. Il est près de 2h du matin et faire de l'autostop en pleine nuit, c'est pas forcément le moment où il y a le plus de voitures sur la route, on va pas se mentir. A priori, dans un hiver plutôt calme, peu de voitures, assez peu de bruit et du coup peu de lumière environnante. Jusqu'à ce que ce calme soit dérangé par une lumière rouge au loin. Alors a priori, rien de très méchant, sauf que cette lumière rouge, plus elle va rester, plus elle va s'approcher de lui et plus ça va devenir 5 lumières en réalité, allant du coup de gauche à droite et de droite à gauche en termes de signal lumineux. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, ça pourrait vous rappeler notamment le signal lumineux de la voiture K2000. Le petit plus de cette histoire, comme je l'ai dit au départ, c'est que l'objet ne va pas se contenter de survoler Norman. Il ne va pas se contenter de se rapprocher de lui, mais il lui foncerait à un moment d'après lui droit dessus, l'obligeant même à sauter dans le fossé qu'il pouvait y avoir à côté. À partir de ce moment présent, Norman ne fait plus d'autostop. C'est plus quelqu'un qui rentre chez lui. À partir de ce moment présent, il est le témoin d'un phénomène très étrange et se doit d'aller en référer au poste de police du coin. Alors pour ça, il va sauter sur la première voiture qu'il voit, il va l'arrêter et demander à ce qu'on le dépose justement à ce fameux poste de police. Il va donc raconter toute son histoire au policier qui l'accueille, Reginald Toland. Bon, au final, son nom n'a pas grande importance, on va pas en reparler dans la suite. Sauf que ce fameux policier qui l'accueille l'écoute avec grande attention, parce qu'un de ses collègues va être parti faire une ronde plus tôt dans la nuit et va avoir rencontré une voiture sur le bas-côté de la route. La jeune femme à l'intérieur va être complètement choquée. Il mettra près d'un quart d'heure à la rassurer, car elle aurait été elle-même suivie par un ovni pendant plusieurs dizaines de minutes avant de s'arrêter sur le bas-côté une fois que l'objet avait disparu. Cet officier qui a fait une ronde s'appelle l'officier Bertrand. Une fois qu'il aura eu écho que Norman aurait été témoigné de ceci au poste, il va rentrer directement et écouter de nouveau l'histoire de Norman, jusqu'à lui proposer d'aller faire une ronde avec lui pour essayer de retrouver cet objet volant non identifié. Et en faisant leur ronde sur la grande route, ils ne vont rien trouver de très spécial. C'est pour ça qu'ils vont décider de prendre les petites routes les avoisinant, les amenant dans des champs ou dans des fermes. Et là, ils ne vont rien remarquer de très étrange non plus, hormis le comportement des animaux. Ils ont l'air tout à fait perturbés et plutôt très agités, ce qui est assez anormal à cette heure-là de la nuit, et en plus de ça, dans ce coin où l'habitude est plutôt au calme. C'est là qu'ils vont poser leur regard sur les arbres au loin, et vont voir un point rouge sortir des arbres. Et effectivement, ils vont revivre le même schéma. Un point rouge qui en devient 5 et qui s'illumine de gauche à droite, puis de droite à gauche. Un objet qui leur fonce dessus également. Néanmoins, là, ça va pas littéralement leur foncer dessus, juste ça se rapproche d'eux. Et c'est là que le policier et l'officier Bertrand va donc contacter un de ses collègues, l'officier Hunt, et va aussi sortir son arme, de manière à essayer de se défendre. Mais il va comprendre assez rapidement que cet objet pourrait venir de quelque chose de plus intelligent, et par conséquent ranger son revolver, se disant que ce serait complètement inutile. À l'arrivée du policier Hunt, l'OVNI disparaît. L'officier Hunt aura tout juste le temps de l'apercevoir, et c'est là que juste derrière, quelques minutes après, ils vont découvrir un bombardier B-47 passé dans le ciel. Bon, je sais pas si cette histoire a pu vous hyper ou pas, ça on en reparlera après. En tout cas, on va commencer à analyser les faits pour savoir si cette histoire dans le New Hampshire à Exeter pourrait être vraie ou pas, ou en tout cas qu'est-ce qu'il a pu se produire là-bas. Après toute cette histoire, on va remarquer que beaucoup de témoignages auront lieu dans cette zone. Mais pourquoi? Eh bien simplement parce que ces deux officiers de police paraissent comme témoins tout à fait crédibles, et que Norman lui également. Ce qui veut donc dire que la presse les a fait mousser un petit peu, en a parlé, les a fait intervenir, etc. Ils auront témoigné auprès de certains journalistes qui aura fait du coup éclore cette histoire au niveau des médias et donc intéressé d'autres journalistes pour venir faire des enquêtes dans le coin. Ces journalistes seraient donc venus interroger pas mal de personnes, et pas mal de personnes auraient raconté des observations similaires à ce qu'ont pu voir Norman et les deux officiers de police. Alors vous en pensez ce que vous voulez, mais moi personnellement je vais faire le choix de ne pas m'intéresser à ces autres témoignages. Pour une raison simple, il est trop tentant de vouloir être médiatisé à cette époque-là. Il est trop tentant de vouloir passer à la radio ou à la télé pour faire plaisir aux copains ou autres, ou pour faire une blague,
donc par conséquent je n'apporte pas de crédit aux histoires qui sont apparues après. C'est potentiellement une erreur. Peut-être qu'il faut pas que vous la fassiez, mais c'est le choix que je préfère faire et du coup me focaliser sur cette histoire de Norman et des deux policiers. Justement par rapport à cette histoire, le Pentagone va enquêter et va déclarer que ce soir-là, il y aurait une opération militaire spéciale et secrète impliquant 5 bombardiers B-47 dans la zone. Sauf que forcément, c'est un événement OVNI, donc le projet Blue Book, qui eux s'occupent des enquêtes liées aux objets volants non identifiés, vont eux aussi enquêter et donc déterminer une conclusion. Sauf que leur conclusion sera un petit peu différente. Ils vont notamment parler des B-47 en expliquant que oui, ça peut être ça, mais qu'il y a aussi autre chose, une autre opération secrète dans le coin qui pourrait être ça également avec des objets volants de l'armée américaine. Ça voudrait dire globalement que ce serait soit des avions, soit des ballons sondes, soit des drones, enfin toute technologie qu'ils aient pu utiliser à cette époque-là. Sauf que nos deux policiers, ils sont absolument pas convaincus, et même s'ils arrivent à comprendre ce qu'il y a dans la conclusion du projet Blue Book, ils vont se dire oui mais tous ces objets là on les connaît, on les a déjà vus, de nuit qui pleusait, et en plus de ça le B-47 on l'a vu juste après, ça ne ressemble absolument à rien de tout ça. Ils sont donc vraiment pas d'accord et ils veulent faire entendre leur mécontentement. Pour ça, ils vont écrire au projet Blue Book de nouveau, de manière à leur expliquer que c'est pas le cas. Ils vont écrire jusqu'à 2 lettres. Et ça va interloquer les enquêteurs. Ils ont de la chance, ils auront plutôt eu raison de le faire, parce que c'est assez rare qu'une enquête soit réouverte après. Et du coup, le projet Blue Book va leur répondre plusieurs années après, en leur expliquant que finalement leur conclusion change, et qu'après leur enquête faite a posteriori, avec aussi peu d'éléments, ils n'arrivent pas à déterminer une conclusion fiable, et par conséquent, ils classent cet événement comme objet volant non identifié et comme une observation inexplicable. En gros, le projet Blue Book, il indique clairement que c'est pas des avions américains et que c'est pas des bombardiers. Alors pour eux, ça pourrait être quelque chose de complètement humain, pourquoi pas, à imaginer, mais ils ne savent pas quoi. Alors est-ce que l'armée américaine cache des choses? Est-ce que les pilotes qui étaient dans les bombardiers B-47 qu'il y avait autour ont vu cet OVNI également? Tout ça, je saurais pas vous répondre. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude et aucune déclaration officielle nous indiquant quoi que ce soit à ce sujet. Mais c'est une question que vous pouvez avoir légitimement. Sauf que plusieurs années après, on aura le témoignage d'un pilote à la retraite qui va détailler quelque chose. Il va avoir écho de cette histoire et va se dire mais ça me rappelle grandement quelque chose quand même. Dans ces années-là, près de la base de Exeter, il conduisait plusieurs fois des avions qui étaient parfois ravitaillés par des KC-97. Et là, il décrit un phénomène assez spécial. Les KC-97 auraient sur leur carlingue, sur le profil de l'avion, une sorte de signal lumineux avec des lumières rouges allant de gauche à droite puis de droite à gauche, avant de réaliser un ravitaillement. Une sorte de prévention pour dire attention mon gars, je te fais le plein. Alors, bien entendu, ce pilote ne sait pas dire si c'était ça ou non qu'ils ont vu. Il sait dire que, par contre, ce serait un signal lumineux intéressant, et que ça pourrait expliquer du coup aussi un flottement de l'objet qu'ils aient vu, comme du coup une soucoupe volante détaillée à l'époque, c'est-à-dire quelque chose qui a des mouvements assez archaïques. Archaïque c'est peut-être pas le mot, mais avec des mouvements qui sont non linéaires, avec des mouvements qui sont un petit peu particuliers. Pourquoi est-ce que je vous parle du mouvement d'un ovni? Eh bien parce que d'après cet ancien pilote, la flèche de ravitaillement, elle aurait pu avoir un mouvement ressemblant à une soucoupe volante d'après lui. Voilà, donc ça veut pas dire que c'est exactement ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'il nous dit. Il nous dit que par contre, de ses connaissances à lui comme ancien pilote, cette explication serait probable pour potentiellement expliquer cette observation OVNI, et du coup ce serait complètement humain. Par contre, il n'était pas là, il n'a pas vu ce que les deux officiers et Norman ont vu. Par conséquent, il ne sait pas le dire avec certitude, bien entendu. Après, il reste un dernier point à élucider, qui pour moi est assez vague. On parle d'un OVNI qui fonce sur Norman, l'obligeant à sauter dans le fossé. Là, on n'a aucun détail. On ne sait pas à quelle altitude était l'objet. Et du coup, on ne sait pas s'il a littéralement foncé dessus, même titre qu'une voiture pourrait foncer sur lui, ou alors si l'objet l'a juste survolé, il a pris peur, il a sauté. Ça, je ne sais pas vous le dire. Parce que si l'objet lui a foncé littéralement dessus, ça veut dire que ça peut pas être une flèche de ravitaillement due à un avion ravitailleur, à un avion cargo comme sa citerne. Non, ça veut dire que ce serait réellement un autre objet. Voilà, j'ai à peu près fait le tour des arguments qu'on a sur cette histoire, c'est-à-dire il y en a très peu. Et c'est d'ailleurs ce qui me laisse un peu sur ma faim. Je suis un petit peu déçu finalement par cette histoire, qui est vendue comme l'une des plus connues par les ufologues. Et c'est certainement ce pourquoi j'en avais pas encore parlé jusqu'à présent. C'est que finalement on a assez peu de détails, ou en tout cas assez peu de détails crédibles, nous permettant à nous amener à une conclusion assez certaine. Du coup je sais encore aujourd'hui pas vous dire ce qu'ils ont pu voir ce soir-là. Je sais pas si leur observation est crédible ou non, mais en tout cas les témoignages de 2 officiers de police rendent quand même la chose assez crédible sur ce qu'ils ont pu voir. Maintenant, est-ce que tout ceci est juste un malentendu, juste une illusion d'optique, ou est-ce que tout ceci vient bien d'ailleurs et bien contrôlé par des aliens? Ça, je ne sais pas vous le dire. Et d'ailleurs, je pense que je ne saurais jamais répondre à cette question. En tout cas, je vous laisse en penser ce que vous voulez, et je serais très curieux de connaître votre avis sur cette histoire. Si vous avez des sources à me rajouter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça se trouve, je pourrais faire un tome 2, s'il y a suffisamment de documentation pour pouvoir encore plus expliquer cette histoire et essayer de trouver une conclusion plus logique à tout ceci. Mais n'oubliez pas, si ça se trouve, tout ça est complètement mystérieux, complètement légendaire et pourrait appartenir à des aliens, même si j'y crois vraiment très peu, et que ce serait très compliqué pour une forme de vie de faire autant d'années de voyage et de mettre autant d'efforts juste pour venir faire une blague à des humains, globalement. Mais admettons, si vous avez envie d'y croire, pourquoi pas? Sauf que vous ne pouvez pas affirmer des choses dont vous n'avez pas de preuves.
Donc avant d'affirmer quoi que ce soit, vérifiez bien d'avoir des preuves s'il vous plaît. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, ça me donne une force énorme, et surtout à la commenter, vous vous rendez pas compte mais ça fait plaisir, c'est un plaisir monstrueux d'avoir vos retours sur mes vidéos à chaque fois. Puis voilà, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde.